Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Droit de réponse, votre émission de débat. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité telle que relayée par la presse cette semaine, mais également sur les réseaux sociaux. Avec nous sur ce plateau, 4 panélistes que vous découvrez tout à l'heure. Le temps pour nous de revenir sur les actualités fortes de cette semaine. D'abord, une fois encore, la tension sociale connue sous le nom de crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a fait parler d'elle. L'explosion d'une bombe de fabrication artisanale jeudi dernier à Bamenda a fait sortir les autorités qui estiment aujourd'hui que la crise entame une nouvelle étape, l'étape terroriste. L'engin explosif visait visiblement des éléments des forces de l'ordre puisque 3 fonctionnaires de police ont été touchés par l'explosion de cette bombe. Alors que faut-il penser de cette escalade de violence? Que deviennent dans ce contexte des revendications plutôt légitimes selon certains que font les populations de cette partie du pays? Populations, il faut le rappeler, qui sont descendues en masse pour exiger la libération de toutes les personnes encore détenues dans le cadre de cette crise anglophone. Quelle doit être la posture du gouvernement dans le contexte actuel face à cette nouvelle étape que connaît la crise anglophone? Autant de questions que nous aborderons tout à l'heure avec nos panélistes. Et puis l'actualité cette semaine, c'est aussi cette autre explosion entendue à Douala, capitale économique du Cameroun. C'était ce vendredi. Une fois encore, la première observation fait état d'une bombe artisanale qui aurait été donc enclenchée par une télécommande. Cette fois encore, la thèse d'un acte terroriste n'est pas écartée par les autorités de la ville, même si pour d'autres experts, il faut ne pas aller très vite en besogne. Alors que penser de cet autre acte qui est survenu cette fin de week-end dans la ville de Douala? L'on en parle également tout à l'heure. Et c'est donc dans ce climat plutôt tendu dans son pays que le chef de l'État a pris la parole ce vendredi à la tribune de l'ONU pour la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président camerounais a plaidé pour un monde plus pacifique. Mais sur la toile, les internautes ont plutôt retenu cette salvide durant son allocution ou encore son absence très remarquée à un dîner offert par le président américain à un groupe de chefs d'État africains. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de droit de réponse de cette édition. Mais avant, vous le savez, on prend un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bon dimanche, Albertine, et bienvenue à tous les panélistes. Merci. Au nom des panélistes, donc, nous allons faire cette revue de presse avec les derniers événements survenus dans la partie anglophone du pays et bien sûr la participation du chef de l'État à cette 72e Assemblée générale des Nations Unies et à l'arrêt donc sur son discours vendredi. Très bien. Alors, parlant notamment de ce Cameroun, du Cameroun qui serait donc sous la menace des terroristes, avec notamment tout ce qu'on a pu observer cette semaine, la presse a joué son rôle, celui de rendre compte au quotidien de tout ce qui se passait. Donc, la nouvelle expression, par exemple, du 18 septembre 2017, qui s'est intéressée à la crise anglophone, a évoqué que la menace donc des terroristes sur les avocats, qui, selon notamment le journal, entendaient se rencontrer pour trouver des solutions à la crise anglophone qui perdure depuis bientôt un an. Pour le reporter de la nouvelle expression, les partisans donc de la sécession ou encore du fédéralisme accusent les avocats anglophones de vouloir trahir les causes et projettent d'ailleurs de tout faire pour stopper toutes les actions de ces avocats qui entendent d'ailleurs ramener la paix alors qu'il y a des revendications aussi importantes. Le même journal, le même tabloïd dans son édition du mercredi est allé plus loin pour constater que les actes de terreur se multiplient dans la région du Nord-Ouest. Le reporter fait savoir que le dortoir d'un collège missionnaire à Bamenda était donc incendié alors que les élèves étaient présents. La nouvelle expression est donc à relever à la suite de que les parents qui venaient donc récupérer leurs enfants ont été stoppés par les responsables et qui ont d'ailleurs assuré que les mesures sécuritaires étaient donc prises pour éviter de tels actes. Mais le rédacteur de l'article fait savoir que les violences inquiètent bien entendu les populations de cette région, le Nord-Ouest notamment. Mutation qui n'a pas raté cette actualité relève que ça vire désormais au terrorisme. Donc pour le reporter, l'explosion d'une bombe artisanale fait 3 blessés parmi les policiers à Bamenda. Cet acte précise d'ailleurs Mutation a donc amené les pouvoirs publics à prendre des décisions fortes. Ces autorités, d'ailleurs, ont même interdit des mouvements et même des rassemblements jusqu'à nouvel avis. Alors, c'est sur cette question
que la nouvelle expression, donc le vendredi 22, a souligné que les terroristes ont plutôt changé de cible dans la région du Nord-Ouest. Cette fois, ce sont bien sûr les policiers à la pause qui ont d'ailleurs été les victimes de ces sans-foi ni loi. Voilà comment est-ce que la presse a traité cette question, la toute première en tout cas, qui est donc en débat au cours de cette édition de droit de réponse. Autre sujet, autre actualité, il s'agit bien entendu de la 72e Assemblée générale qui se tient donc à New York et le chef de l'État qui a pris part. Cameroun Tribune, du 21 septembre, annonçait déjà que la voix du chef de l'État était donc attendue à ce grand rendez-vous, occasion pour Paul Biya d'évoquer des problèmes de sécurité, de pauvreté et même du calendrier politique incertain qui secoue donc le peuple camerounais depuis quelque temps. Dans une parution, donc, le quotidien gouvernemental a fait savoir que c'est un humaniste qui s'est donc retrouvé à la tribune des Nations Unies à New York. Pour le rédacteur de l'article, Paul Biya est resté donc dans la logique d'un monde plus juste et plus solidaire. Même si la nouvelle expression a rappelé que Paul Biya s'est retrouvé dans une salle vide, Paul Biya qui n'a pas été donc aperçu parmi notamment les chefs d'État et qui ont dîné avec le président Trump, ne semble pas compter aux yeux de Donald Trump qui pense que la longévité de certains chefs d'État africains au pouvoir crée donc l'inertie et frustre d'ailleurs les peuples qui sont obligés de manifester en Afrique notamment. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Meilleur à vous, Albertine. Mesdames, Messieurs, nous découvrons donc le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Merci à vous, docteur Édouard Yogo, d'être sur notre plateau. Bon dimanche à vous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes chercheur à l'Université de Yaoundé 2, plus précisément au CREPS. C'est donc le CREPS qui est donc, vous pouvez m'aider avec... Le Centre de recherche d'études politiques et stratégiques. Merci, le CREPS donc à l'Université de Yaoundé 2. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Notre invité, Edmond Kamga, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine, je dis bonjour à tous les copanélistes et je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Nous avons également sur ce plateau Maître Emmanuel Pansi. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à mes copanélistes. J'espère qu'on va bien parler de cette affaire-là parce que quand on dit que le président Biya à 9h du matin il n'y avait personne, il faut connaître New York. Et il faut se lever très tôt pour aller dans le sud Manhattan. On en parlera tout à l'heure. Et on en parlera tout à l'heure. Soyez rassurés. Parce que c'est le contenu du discours qui est plus important que le reste. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et il faut rappeler que vous êtes militant du RDPC en passant. Je ne l'ai pas dit, vous êtes donc vous, Edmond Kamga, journaliste et consultant pour droit de réponse. Merci à vous également d'être avec nous, Sam Séverin Ango. Bonjour, bon dimanche. Merci, bonjour. Merci surtout d'avoir été appelé un peu au pied levé, puisque vous remplacez quelqu'un d'autre qui devait être à votre place sur ce plateau, notamment le professeur Claude Abbé, qui nous avait donné son accord, mais qui, à la dernière minute, a donc déprogrammé. Voilà, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Nous commençons donc d'abord, avant de revenir à cette Assemblée générale de l'ONU, qui tient tant à cœur à Maître Pansi. Nous allons commencer par la crise anglophone, je le disais. C'est donc, selon les autorités, une nouvelle étape terroriste que prend la crise dite anglophone, crise sociale qui paralyse, il faut le préciser, les activités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis bientôt un an. Cette nouvelle étape qui serait impulsée par des activistes séparatistes et notamment marquée par la pose des bombes artisanales depuis quelques semaines, dont la plus retentissante est celle entendue donc jeudi qui a atteint 3 fonctionnaires de police grièvement blessés au cours de cette attaque. Événement suivi par un mouvement général de protestation vendredi. Des centaines de personnes qui sont descendues dans les rues des plusieurs localités dans ces parties anglophones du pays pour réclamer, exiger la libération de toutes les personnes encore incarcérées dans le cadre de cette crise. Edmond Kamga, de manière globale, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers événements dans la partie anglophone du pays? Je commencerai par la dernière partie des sujets, des préoccupations que tu as évoquées, notamment concernant la crise anglophone. Je parlerai des marches pacifiques auxquelles on a assisté dans la plupart des localités, des villes, des villages, n'est-ce pas, dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest. Je voudrais utiliser une expression en anglais, once upon a time. On pourrait le dire pour raconter ce qui s'est passé. Comme c'est une grande première, hein, c'est-à-dire de voir globalement des gens manifester au Cameroun et d'observer que les forces de sécurité encadrent ces populations qui marchent pacifiquement. Ça, c'est la première chose à observer. La deuxième, c'est malheureusement
que dans quelques autres dans certaines localités, il y a eu quelques dérives. Il y a eu quelques dérives, notamment à Boya, où il y a eu des casses. Ça, il faut le déplorer. Mais je pense que la marche pacifique du 22 septembre 2017 est entrée dans l'histoire. Au moins pour plusieurs raisons. Dans l'orchestration, dans la mise en scène et dans le message qui a été véhiculé. Et le message essentiel, me semble-t-il, qu'il faut retenir, c'est qu'il faut libérer tous nos fils et frères, parents, maris et autres qui sont encore embastillés, qui sont encore en prison. Je pense que c'est ça le message essentiel. Il faut libérer toutes les autres personnes arrêtées. Maintenant, en ce qui concerne... jeudi, la bombe, l'explosion d'une bombe. La bombe, et ce n'était pas la première, au moins la troisième. Je pense que c'est effectivement grave. Il faut le déplorer, il faut le condamner. Parce que lorsque, dans un mouvement de revendication, où les sujets évoqués sont justes et légitimes, il faut se méfier lorsque l'on passe à ce que j'appellerais l'escalade. Parce que là, c'est déjà l'escalade. Lorsqu'il y a des actes que j'intégrerais dans ce que j'appellerais la guérilla urbaine, ce n'est pas différent du terrorisme. Effectivement, on a vu le gouverneur de la région du Nord-Ouest parler d'actes terroristes. Et ici à Douala, le gouverneur, lorsqu'il a été sur le terrain, au niveau de la SCDP, il a parlé d'un acte criminel. Lorsque l'on observe ça, en attendant que les enquêtes permettent d'établir effectivement le caractère criminel ou le caractère terroriste des actes qui ont été posés, il faut dire que à Bamenda, comme à Douala, la situation montre que le gouvernement doit rapidement faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait jusqu'ici. C'est d'ouvrir le dialogue. C'est d'ouvrir le dialogue. Maître Pensy, sur ces derniers événements dans la partie anglophone du pays, notamment, je parle de cette bombe jeudi, c'était pas la première, et de cette manifestation populaire dans plusieurs localités du nord-est et du sud-est. Comment est-ce que vous réagissez à tout cela? Bon, je trouve déjà qu'il y a une évolution positive parce que la manifestation qui a été pacifique a été encadrée par les forces de l'ordre et il n'y a pas eu de casse. Cela dit, vous voyez, il y a plusieurs réactions dans le Cameroun anglophone. Vous avez ceux qui cherchent vraiment qu'on libère ceux qui, dont le président de la République avait dit qu'il faudrait qu'il arrêtait les poursuites. Et l'interprétation qui en a été faite par le tribunal administratif, parce que toujours il y a la lutte entre les faucons et ceux qui et les autres. Et sur ce point-là, nous avons ici depuis très longtemps, dans le cadre vraiment d'une action politique de haute volée de la personnalité du chef de l'État, qui lui-même est quelqu'un qui cherche la paix, de libérer effectivement tout le monde, parce que c'est ça, on passe, et c'est ce que prévoit les dispositions de l'article 64 du Code de procédure pénale, ainsi que d'autres dispositions légales, et on a vu s'amorcer une crise qui était en train de se pacifier, et de l'autre côté, on a vu des extrémistes qui se sont mis à poser des bombes. Les bombes, c'est pas seulement à Bamenda, il y en a eu également à Kumba, notamment à la gendarmerie, il y a eu des blessés et des policiers, il y a une gendarmerie, il y a une escalade qui est prise par un certain nombre d'extrémistes. Ce ne sont plus uniquement des actes de guérilla, il y a des actes qu'on peut qualifier de terroristes selon la loi camerounaise. Et c'est là où on veut continuer à le faire à la SCDP. Et là, alors, personne pour terroriser, c'est ça les actes terroristes, c'est terroriser toutes les populations pour faire un sentiment de peur. Mais pour quel résultat? Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce que c'est parce qu'on voudrait qu'on arrive à la décentralisation qu'il faut commencer à poser les bombes? Je n'en sais plus rien. Tout le monde sait que nous tous, nous sommes pour la décentralisation effective. En disant que le gouvernement, depuis maintenant 21 ans, c'est quelque chose que personne ne comprend, pour arriver à faire un certain nombre de textes, et qu'il faudrait que ça aille vite. Et que je ne comprends pas ce gouvernement. Et si vous voyez de l'autre côté, la commission du Premier ministre, mais vraiment, c'est un machin. Le Premier ministre, non, je vais vous le dire, j'ai discuté avec des amis anglophones, c'est quelqu'un qui est honni dans le sud-ouest. Les gens ne veulent pas de lui. Les gens estiment que bon, il a des fautes c'est pas le Premier ministre à la tête de cette commission. L'ancien Premier ministre. Je parle de l'ancien Premier ministre qui vient de se marier avec une fille qui a 30 ans ou 40 ans de moins que lui. C'est très personnel. Non, ça veut dire qu'il n'a pas de temps
pour s'occuper des problèmes réels, parce que non, il faut inclure les deux situations. C'est-à-dire, vous avez un problème qui est un problème urgent, et vous allez passer, bon, il peut se marier, il fait ce qu'il veut. Mais sa commission, qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Cette commission n'a rien fait. On attend encore, parce qu'il y a des personnalités importantes dedans, qu'elle commette un seul acte. Je n'ai pas vu un seul acte qui a été fait par cette commission, et c'est pour cela que c'est en train de dégénérer. Moi, je suis furieux de voir que nous tous, nous cherchons la paix. Même les avocats anglophones sont fustigés par ces extrémistes qui estiment que voilà pourquoi ils veulent reprendre du travail. Moi, je dis que je ne suis pas du tout content de l'évolution de cette affaire, et je voudrais que quand le chef d'État va revenir du périple américain, que ça puisse, qu'on puisse aller assez rapidement dans la paix effective et qu'on cesse ces actes de terrorisme qui seront punis. Parce qu'on ne va pas les laisser comme ça. Alors, nous reviendrons certainement sur cette commission, mais il me semble qu'elle n'avait pas été mise en place pour la crise anglophone. Docteur Yogo, précisément sur le sujet concernant l'explosion de cette bombe à Bamenda jeudi, les autorités administratives, le gouvernement et même la presse accordent à dire qu'il s'agit d'actes terroristes. Est-ce que le vocable vous semble approprié? Est-ce que nous sommes face à des actes terroristes, comme par exemple à l'extrême nord du pays? Il existe plusieurs types de terrorisme. D'abord, on peut définir simplement le terrorisme comme étant l'usage de la violence à des fins politiques, idéologiques ou religieuses, avec pour cible principale des populations. Donc, il y a une caractéristique fondamentale qui est celle de la propagation de la terreur. À partir du moment où vous déstabilisez l'État, parce que c'est aussi un élément important, vous déstabilisez l'État en contestant son autorité, c'est-à-dire sa capacité de décision, de commandement tout au long dans son territoire. À partir du moment où vous contestez sa territorialité, c'est-à-dire sa capacité de sécuriser le territoire, vous contestez sa centralité, sa capacité de décision, ou encore son indépendance, c'est-à-dire son autorisation juridique, à ce moment-là, nous sommes en plein acte de terrorisme. C'est le cas pour l'instant au nord-ouest. Mais en ce qui concerne Douala, même si le mode opératoire est semblable, est similaire à celui qu'on observe de l'autre côté, pour l'instant, nous restons dans l'hypothèse de la criminalité de ce côté-là. Mais permettez-moi de dresser un bilan de contexte sécuritaire au Cameroun. Parce que lorsqu'on procède à une géopolitique de la sécurité dans notre pays, nous devrons faire très attention. Parce que l'heure est arrivée pour réorienter la stratégie de gestion de la crise. 4 régions, je vais même dire 5 régions qu'aujourd'hui sont en plein feu rouge. Nous avons l'extrême nord, nous avons l'est, parce que ce n'est pas fini avec les milices de la RCA. Nous avons le nord-ouest, nous avons le sud-ouest et aujourd'hui le littoral. Les capitales régionales de toutes ces régions sont frappées. Nous devons donc procéder et faire très attention. Avec ce que nous connaissons également, tous nos problèmes d'ordre, l'absence de devises et tout ce que le pays connaît aujourd'hui, il sera très difficile si nous ne revenons pas directement à la négociation. Il faut la consolider davantage. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de l'État et les groupes politico-militaires en Afrique centrale. C'est un essai qui est paru déjà. Sam Sevrango, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette façon, cette nouvelle étape qu'on caractérise aujourd'hui d'étape terroriste dans la région du Nord-Est? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce nouveau vocable, cette nouvelle façon de voir la crise anglophone? Pas du tout. Moi, je vais sortir des sentiers intellectuels qui nous définissent le terrorisme ici, qui serait donc en vigueur dans toutes ces régions-là. Je crois qu'il faudra éviter de prendre les choses isolément et tenter de faire comme si ce à quoi on assiste aujourd'hui relève simplement de la question anglophone, comme on dit. Il s'agit bel et bien, là moi je ne vais pas faire de langue de bois là, du procès de toute la gouvernance camerounaise. C'est de ça qu'il est question, c'est le problème du Cameroun dont nous avons affaire en ce moment. Je veux bien qu'on parle des poseurs de bombes, mais les véritables poseurs de bombes sont dans les rangs du gouvernement. Le premier d'entre eux peut être cité, le garde des Sceaux par exemple. C'est lui qui au début de cette affaire s'était montré tout à fait condescendant. On peut citer comme ça tout ce gouvernement que M. Biya nous impose depuis octobre, je ne sais pas trop, 2011 jusqu'à ce jour. Il fait ce qu'il veut. Non, je crois que l'heure est suffisamment grave pour qu'on continue de tourner autour du pot et de considérer cette affaire comme la seule chose relevant des anglophones. C'est le problème de la question du gouvernement camerounais aujourd'hui qui est impuissant, qui n'a pas été en mesure de trouver les bonnes solutions au problème qui se posait. Moi, je n'attends plus rien du tout. J'ai entendu tout à l'heure de la part de M. Kambia qu'on ouvre le dialogue. Mais de quel dialogue vous parlez?
On a échoué sur toutes les formes de solutions qui ont été proposées jusque-là de la part de l'ordre gouvernant au pouvoir. Donc il faut passer à autre chose. Moi, je ne suis pas gêné. Il n'y a pas encore de dialogue du tout, hein, Sam Sévérin. Non, c'est un simulacre de dialogue et c'est de la responsabilité. Je vais vous reprendre ici la sortie de Maître Akirimuna dans son compte Twitter qui reconnaît que là, on est en plein dans ce à quoi il fallait s'attendre par rapport à l'attitude désinvolte de ce gouvernement qui n'a rien voulu entendre. Et ça dure depuis de très longues années. Ce n'est pas la seule affaire qui a commencé depuis l'an dernier. Aujourd'hui, on est en pleine crise camerounaise. Et vous le voyez bien, qu'on soit francophone ou anglophone, qu'on soit du nord ou de l'est, tout le monde a les mêmes types de situations. Et si vous me donnez un peu de temps, beaucoup plus tard, je vous donnerai bien des exemples qui attestent de ce que nous sommes en pleine crise gouvernementale et moi je n'attends plus rien du chef de l'État. Je crois que s'il y a une seule chose à lui demander, c'est que revenu de son périple américain, qu'il puisse avoir le courage quand même de déposer le tablier. Puisqu'il ne peut plus rien apporter, très très sincèrement, sur la crise que traverse le Cameroun aujourd'hui et qui est multiforme, vous le savez. Oui, vous voulez réagir, Dr Dogo? Je voudrais simplement préciser que votre question, la question que vous nous posiez n'était pas de dire s'il s'agit d'un problème anglophone ou... Exactement, ma question concernait... ça concernait effectivement la qualification des actes qui sont posés. C'est le mode opératoire ici qui nous intéresse. La façon dont ils agissent correspond aux caractéristiques qui sont définies dans le terrorisme. Mais ils n'ont pas commencé par de la sorte. Non, nous sommes d'accord. Nous parlons de l'étape actuelle. L'étape actuelle, la façon dont ils procèdent correspond à ce qui est entendu comme terrorisme. Maintenant, si on veut s'interroger à l'étiologie du conflit, si on veut s'interroger sur les résolutions du conflit, on va procéder d'une autre manière. Donc pour l'instant, nous sommes sur le mode opératoire. Vous avez répondu à ma question, rassurez-vous. Maître Pensiwi. Oui, je voudrais revenir quand même sur la violence des propos de Sam Sévérin Ngo, que j'ai connu un peu plus pacifique dans ses propos. D'ailleurs, je l'écoute très souvent le matin avec beaucoup de plaisir. Mais je voudrais quand même revenir dans un contexte particulier parce que moi, j'ai participé à la réunion du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous étions un certain nombre de personnes, aux magistrats et avocats, on peut dire à quiconque, nous étions à peu près 60, le 16 novembre, quand il nous a convoqués. C'était dans le cadre d'un dialogue. Et ça a commencé par le dialogue. Et je peux vous assurer que ça s'est très bien passé. Parce que le début de la contestation, les anglophones disaient que le texte OHADA n'était pas traduit en anglais. Ce qui évidemment était faux. Ça a commencé par là. Donc il faudrait, par une chronologie, et être dans un débat sans beaucoup de passion. Donc je te connais beaucoup plus dans l'humour. Mais l'humour, ce n'est pas se mettre dans des humeurs. Et quand tu commences à déborder en disant qu'il faudrait que le chef d'État rende son tablier, mais quel tablier? Le monsieur là, il est élu. Le président est élu, il y a un mandat déterminé. Donc il ne peut pas rendre son tablier. Mais qu'est-ce qui pourrait... Sam Sévérin. Je ne suis pas dans l'humeur, je suis même... Tu es dans l'humeur. Je dis que tu es dans l'humeur. Même pas dans l'humeur. Je suis un Camerounais. C'est justement les attitudes comme les vôtres qui ont contribué à banaliser la situation. Et jusqu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Fatalement, il faut prendre la chose telle qu'elle se présente. On reviendra. Alors, Maître Pensi, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier le débordement actuel, justement, dans cette crise, dans la partie où on se trouve aujourd'hui, l'étape? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois que quand on décide de faire la paix, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout des mesures. C'est ça, c'est-à-dire cette manière d'interpréter l'acte du chef d'État. C'est-à-dire, on interprète d'une certaine manière et on n'arrive pas à résoudre ce problème anglophone parce que je crois savoir que ceux qui ont fait la marche pacifique, c'était pour qu'on libère la totalité de ceux qui sont arrêtés et qui se retrouvent au tribunal militaire. Alors, le reste, à partir de ce moment où il doit y avoir un dialogue, si maintenant ça commence à déborder, ça devient un autre langage. Et je dois dire que la définition du terrorisme, je rappelle que le terrorisme est un crime. Je voulais dire au docteur, donc quand on va dire que les actes de droit là ne sont pas... Ça permet également de terroriser la population, hein, donc c'est au point de vue stricto juridique de l'analyse. Moi je ne suis pas là, etc. Je me cantonne à la manière dont on analyse les choses. Et le gouverneur s'est rendu sur place et il y a des enquêtes qui sont en cours. Parce que ce ne sont... Si vous regardez le modus operandi, le mode opératoire est le même. C'est toujours les mêmes types de bombes artisanales pour essayer de terroriser les populations. Bon, peut-être que certains ne sont pas terrorisés. Bon, mais moi, non plus, je ne suis pas terrorisé par ces actes. Vous savez, moi je sors, je veux même dans ce quartier-là me promener. Mais il ne faudrait pas que ça dure. Nous n'avons pas besoin de cela. Et effectivement, notre ami chercheur a expliqué que dans toutes les... Il y a 5 zones où il y a des grands problèmes. Et c'est vrai, il fait une analyse. Il faut faire des analyses avec beaucoup de recul. Vous savez, la passion
La passion, ça rime avec des raisons. Alors, quand vous voulez faire une analyse, il faut le faire. Moi, vous savez, je critique le gouvernement, bien qu'étant du RDPC, tout ce qui se passe n'est pas bon. Et je crois qu'à un moment donné, lorsque le président de la République parle de paix au niveau des Nations Unies, il faudrait que ce langage-là également, on le retrouve à l'intérieur du Cameroun avec un certain nombre d'actes qui doivent conduire à ce que les choses se passent bien. Mais de l'autre côté, le gouvernement a également l'obligation de la sécurité des personnes et des biens, et qu'à partir de ce moment-là, si on commence à brûler, à incendier, notamment les gendarmeries, je rappelle qu'en France, ce jeune homme qui a incendié le car de la police, on est en train de demander des peines allant jusqu'à 8 ans de prison ferme. Parce qu'il ne faut pas laisser cela. Ceux qui pensent qu'on va changer le scrutin et l'élection présidentielle en faisant des marches, cela, ça ne passera pas. Très bien. Alors, justement, restons sur le même sujet, Edmond Kambia, la radicalisation, selon vous, comme le disait Sam Séverin, en groupe, est-ce que vous pensez, comme certaines personnes, que la condescendance de l'État, qu'on a souvent dénoncé, peut-être même son insuffisance à dialoguer, à participer, à radicaliser aujourd'hui les populations? On ne peut pas le nier. Au sein du gouvernement, il y a des faucons. Je ne vais pas les citer. Il y a également des modérés. Il y en a qui veulent vraiment que le chef de l'État parvienne à résoudre la crise anglophone par un dialogue franc, constructif et inclusif. Mais combien sont-ils? Quelle est la voix? Est-ce que leur voix porte? Est-ce que la voix des modérés au sein du gouvernement porte? Visiblement, c'est les faucons qui ont encerclé le chef de l'État. Et qui, visiblement, ce sont eux encore qui sont très souvent envoyés en mission pour le dialogue. Mais est-ce qu'un faucon peut dialoguer? Le faucon ne peut que contribuer à radicaliser les positions. On l'a vu après les missions à Bruxelles, en Afrique du Sud, aux États-Unis. On a vu comment les Camerounais et les diasporas se sont comportés. Je pense que le gouvernement ou le chef de l'État aurait dû tirer les leçons de la situation. Ça, c'est d'un. De deux, il faut observer que dans l'évolution de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la crise anglophone, on s'est rendu compte qu'il y a deux grands problèmes que je peux schématiser sous deux plans. La gouvernance, d'un. De deux, la question de la forme de l'État. Sur la question de la gouvernance, je pense que tout le monde est d'accord. C'est sur ce point qu'intervenait d'ailleurs Sam Séverin Ngo, sur la question de la gouvernance, qui est réelle et pathétique dans cette région, comme d'ailleurs dans toutes les autres régions du Cameroun. Maintenant, sur la question de la forme de l'État, parce qu'il faut le dire ici, au-delà de la revendication qui a sous-tendu la marche du 22 septembre 2017, il faut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas le nier, ne faisons pas la langue de bois. Si le chef de l'État parvient à libérer tous ceux qui sont encore en prison, ce n'est pas la solution définitive. Va se poser la question de la forme de l'État. Ça, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. Au fond, c'est la question de la forme de l'État. Il faut ouvrir le débat sur le fédéralisme. Cette question ne concerne pas que les anglophones, elle concerne également les francophones. La question de la forme de l'État. Nous avons suivi. Et chaque fois que le Cameroun a évolué, que nous soyons passés de l'indépendance du Cameroun français, l'indépendance du Cameroun anglais, qui s'est mêlé en quelque sorte avec ce que j'appellerais la réunification, ça il faut le dire, parce que sur la question de la forme de l'État, j'ai lu, n'est-ce pas, une pancarte pendant la marche de vendredi qui a attiré mon attention. 56 years in prison. Vous savez ce que ça signifie? 56 ans en prison. Cela signifie clairement que quand vous rentrez en arrière, 56 ans avant, c'est quoi? La réunification, c'est l'État fédéral. Donc, faisons attention. On a suivi, vous et moi, sur ce plateau des hommes politiques qui se sont succédés et qui nous ont dit ça ne se décrète pas, oui. La forme de l'État. Aujourd'hui, le RDPC qui est à la tête, qui tient le pays, on peut le dire ainsi, a décidé de fonctionner avec la République que nous avons. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui décréter le fédéralisme, pour le dire ainsi? La question n'est pas de décréter le fédéralisme. Parce que toutes les solutions qui passent par décret ont une limite. Elles sont entachées d'une sorte... Ce sont des décisions légales, mais qui sont entachées d'une sorte d'illégitimité au niveau populaire. Prenons l'exemple, par exemple, nous sommes passés, n'est-ce pas, de l'état de la réunification à l'état unitaire, et puis un certain février 1984, on a surpris les Camerounais en disant que la République unie du Cameroun est devenue République du Cameroun. Et ça a laissé une très mauvaise image, n'est-ce pas?
Et ça a renforcé la crise anglophone. Parce que en laissant la République unie, il y avait le souvenir du passé, que ce sont deux entités qui sont mises ensemble. Donc, le décret de l'État fédéral n'est pas la solution. Par contre, le débat qui pourrait porter sur l'État fédéral et nous indiquer la possibilité de quel type d'État fédéral nous voulons pour le Cameroun est plus intéressant. Docteur Yogo, sur les débordements observés dans la partie anglophone du pays, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous sommes face à une radicalisation ou plus à une infiltration dans cette crise? Non, c'est une question, c'est devenu un peu plus radical. À partir du moment où on utilise la violence politico-militaire, on radicalise l'action. On la violente. C'est-à-dire ici, c'est vrai qu'ici on ne confessionnalise pas la violence comme du côté de Boko Haram, mais en effet, il s'agit bien de radicalisation. Mais cette radicalisation peut être contenue. Lorsque on atteint le stade de la radicalisation, tout se joue maintenant au niveau du symbole. C'est le symbole aujourd'hui qui peut nous sortir de cette situation. Le symbole, c'est quoi? On parle de négocier. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il faut négocier, il ne s'agit pas de dire que le gouvernement doit négocier, il s'agit de dire qui doit parler. Et c'est le symbole suprême aujourd'hui qui doit parler. Et le président de la République, il me semble, aujourd'hui, doit s'exprimer. Nous avons vu la situation aux États-Unis, je crois que c'était le Ku Klux Klan, qui avait tenu des propos racistes contre une frange de la population américaine. Et on en a voulu à Donald Trump parce qu'il a fait 2 jours sans s'exprimer. Vous savez, dans une situation et dans un État, lorsqu'il y a un leader, à un moment donné, il faut que sa voix puisse porter. Il faut qu'il puisse s'exprimer parce qu'à partir de lui, justement, on peut penser que la chose est prise au sérieux. Aujourd'hui, non, rien à faire, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le gouverneur, qui d'ailleurs commence à avoir un langage belliciste, chien, ainsi de suite. Et puis, il fallait que ça arrive parce que, non, qui commence déjà à avoir un langage assez belliciste. Non. Je pense que nous sommes arrivés au stade où le président de la République, qui est un fin stratège dans le maniement des symboles, doit aujourd'hui le manifester lui-même en prenant la parole. Avant de vous laisser, sur les mesures qui ont été prises juste après, par exemple, l'explosion de cette bombe à Bamenda, était-elle nécessaire, ces mesures conservatoires, éviter les déplacements d'une région à une autre? C'est également un sujet de polémique dans la presse cette semaine. Des communiqués de certains hommes politiques, ils ont estimé que ce n'était pas normal, les mesures qui ont été prises après. Comment est-ce que vous réagissez? Non, il me semble qu'après une crise, il faut d'abord instaurer un climat de sérénité, mais en permettant également aux populations d'avoir une certaine liberté. Parce que nous ne sommes pas, c'est vrai qu'à Bamenda, c'est un stade qui est assez critique, mais il faut avoir des mesures qui permettent d'avoir une certaine liberté. En même temps, on est dans la dureté, en même temps, on doit être dans la souplesse. Les deux doivent aller de pair. Sam Segrango, vous qui ne semblez plus rien attendre du tout de ce gouvernement, puisqu'il est encore là, comment est-ce que vous pensez qu'il devrait agir aujourd'hui face à la situation, lui qui est un peu entre le marteau et l'enclume? Il faut trouver le juste milieu, agir pour ne pas radicaliser encore ceux qui sont modérés, mais agir quand même pour montrer que l'État a encore une autorité en ce pays. Comment est-ce que vous pensez que le gouvernement devra agir aujourd'hui? Oui, l'autorité de l'État a souvent été manifestée, excipée lorsqu'il a fallu réprimer souvent, mais on voit aujourd'hui les limites de cette forme de répression. Je vais rappeler à Albertine pour que je me fasse bien comprendre. Moi, je n'interviens pas comme quelqu'un de passionné, au contraire de ce qu'a déclaré M. Pensi, qui a son camp. Donc, on est là pour examiner, exorciser, faire l'autopsie de la situation, même jusqu'au moment où elle est devenue aussi gravissime. Vous avez encore des gens qui, sur le plateau, continuent de vouloir faire dans de la manipulation. Je crois qu'on parle bien du problème camerounais aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous me rameniez tout le temps à comment faire. On a passé de longs mois à leur dire ce qu'il y avait à faire. Et si je vous dis, M. Biya ne fera rien, il va rentrer, puisqu'il ne peut pas déjà remanier son équipe, parce que là-dedans, il n'y a que des compétents et des nuls. Ce serait une solution, remanier l'équipe, par exemple. Le remaniement est dans l'air depuis, vous le savez, mais il fait à sa tête, il ne fera rien du tout. Bon, là-dessus également, c'est des ministres qui sont beaucoup plus proches de cette zone de conflit. Ils ont depuis longtemps, j'ai entendu des gens le reconnaître sur ce plateau, étaler les limites de leur ingéniosité. Donc aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est de considérer que le problème, c'est ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai bien entendu des gens scander freedom, freedom. Le freedom là ne voulait pas dire libérer les quelques personnes qui sont encore détenues. C'est de la véritable libération du Cameroun qu'il est question. Est-ce qu'il ne s'agit pas de la libération de la partie anglophone, le fédéralisme par exemple? Pas du tout. Je crois que le problème anglophone, vous faites erreur de le considérer comme la seule affaire des anglophones, entre guillemets. C'est bien plus grand que cela. Lorsque nous avons successivement des routes qui sont effondrées, ça c'est le domaine des travaux publics. Vous avez le cas de la santé aujourd'hui, malgré les 10 000 médecins camerounais qui sont à l'étranger, on est obligé de nous faire venir un bateau humanitaire au Cameroun.
Dans le domaine de la culture, au premier ministère ont été logés pendant de longs mois des commissions, des comités ad hoc pour régler la question du droit d'auteur. On n'en est pas sorti. Dans le sport, vous avez eu un ministre des Sports qui nous a ostentatoirement pris une décision inique et aujourd'hui on est humilié par les gens de la FIFA et de la CAF et on est bien plus proche de ne pas avoir la CAN 2019. Aujourd'hui, on peut multiplier tous ces exemples pour dire que la gouvernance camerounaise est à la limite finalement de l'impuissance aujourd'hui. Donc la seule chose à faire, je ne vois aucune autre solution. Et là peut-être je vais interpeller les leaders de la place en dehors du gouvernement, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques et ceux qui ont des programmes pour 2018, parce qu'aujourd'hui M. Biya confisque le calendrier. L'affaire arrive au très bon moment parce que nous sommes à l'orée des élections. On ne sait pas si les élections vont se tenir en 2018. La francophonie est arrivée au Cameroun. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont passé le temps à être reçus avec le tapis rouge par les gens du gouvernement. Une seule rencontre en quelques minutes avec les leaders de la société civile. Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui ne donne pas le sentiment, et M. Biya en tête, que 2018 doit être l'occasion rêvée pour les Camerounais de basculer vers un changement. C'est pour ça que je dis, moi je ne suis pas contre le chaos, parce qu'on peut bien démarrer avec une forme de révolution. Ça s'est passé ailleurs, lorsque toutes les voies sont bloquées. Vous n'appelez pas la révolution sur ce plateau. Non. Alors, je dis que ça me dérange pas, parce qu'il faut bien que ça bouge. Très bien. Parce qu'ils ne veulent pas faire bouger. Alors, vous parlez tout à l'heure. Maître Pexi, nous sommes là un peu au niveau des solutions. S'il y en a, je pense qu'il y en a encore. Comment est-ce que le gouvernement pourrait réagir face à la situation actuelle? Le gouvernement qui est encore en place, le président Paul Biya qui reste le président de ce pays, pour le moment, comment faire face à la situation aujourd'hui? Comment réagir pour ne pas radicaliser encore plus les positions dans la partie anglophone du pays, mais au moins pour montrer que l'État est encore un État autoritaire au Cameroun? Permettez-moi d'abord d'apporter une contradiction par rapport à certaines déclarations intempestives. Je ne reviendrai pas sur les déclarations de mon ami Séverin Ango, qui est vraiment, lui, il est dans l'extrême. Bon, mais ce que je voudrais dire, c'est que sur la forme de l'État, c'est un problème important qui demande même. Vous avez ici un éminent, je crois, il est docteur. Je ne sais pas. En sciences politiques. En sciences politiques. Et c'est important qu'on enseigne la science politique. Et la science politique, il y a l'histoire des institutions. Et par rapport à l'histoire des institutions, j'ai eu comme professeur le professeur Gonidec. Donc vous avez lu les écrits, je l'ai connu personnellement à Paris, qui m'enseignait à Paris à la Sorbonne en 1974, et qui a d'ailleurs écrit quelque chose de très intéressant sur le Cameroun. Et sur ce qui est en train de se passer, il faut regarder, le Cameroun ne commence pas en 1961. Je suis désolé, il faudrait savoir que c'est quand la société des nations, après la perte de la Première Guerre mondiale, va décider de diviser le Cameroun en deux. Une partie sous protectorat, disons, des Anglais de la Grande-Bretagne, et l'autre partie par la France. Donc ça a commencé à une certaine période. Et lorsqu'on va dans cette période-là, on va arriver à quelque chose qui m'a... Et je voudrais que les chercheurs en sciences politiques l'expliquent aux élèves, parce que l'histoire du Cameroun n'est pas bien expliquée. Lorsqu'en 1971, on décide ce référendum, mais on va avoir une partie du Cameroun qui va partir au Nigeria, et nous allons perdre notre pays qui était très grand, qui était plus grand que le Cameroun d'aujourd'hui. Et sur ce problème-là, ce n'est pas quand les gens disent que nous sommes depuis 56 ans en prison, c'est faux. Alors, l'historique, je ne voudrais pas en parler pour ne pas prendre trop de temps. On est parti de 61 au Cameroun unitaire en 72. Là, j'étais encore à Yaoundé, j'habitais chez mon oncle, et au cœur politique, parce qu'il était inspecteur fédéral d'administration, c'est-à-dire l'équivalent de gouverneur. Et on va arriver également après en 1984, tout le monde sait, moi j'étais à Paris, mais tout le monde sait que sur ce point-là, l'essentiel du Cameroun, c'était de revenir au statu quo ante. Mais le statu quo ante de la population de l'immense Cameroun, mais moins l'État du Bornou et l'autre État qui est parti. Donc quand les anglophones disent 56 ans de prison, c'est autre chose. Mais évidemment, il y a eu des traités. Je pense que les scientifiques, ceux qui font la science politique, doivent mieux analyser ça pour mieux faire connaître ça aux Camerounais. Bon, autre chose qui concerne dans le fédéralisme, et je crois que Albertine a essayé de le souligner, et beaucoup de chercheurs l'ont dit, ce n'est pas en faisant un décret qu'on va le faire, il faudrait passer soit par un référendum, soit que ça se passe au niveau parlementaire avec une majorité qualifiée. Ce qui, pour l'instant,
le RDPC ne va pas le faire. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas faire comme le veut les partis adverses. La conquête du pouvoir, c'est quand même le suffrage universel et c'est ce qui se passe. Autre chose concerne maintenant la réaction du gouvernement. La réaction du gouvernement a été lente à être prise. Parce qu'effectivement, je crois que mon ami Kamgala Edmond l'a souligné, il y avait une lutte entre les faucons et ceux qui voulaient que ça marche. Et les faucons, vous savez, c'est les faucons vont vouloir qu'on militarise toute une région. Et quand on militarise toute une région, il y a ce qu'on appelle au Cameroun le budget. Et quand il y a le budget, la chèvre doit manger, doit bouffer, c'est-à-dire il y a de l'argent qui va sortir n'importe comment. Comment le gouvernement réagit maintenant, le gouvernement, le président de la République, tout le monde lui demande. Il fait un discours aux Nations Unies et ce serait bien également qu'il fasse un discours ici. Oui. Et que ce discours-là soit traduit par un certain nombre d'actes forts. Et on attend de cet acte fort. Maintenant, s'agissant de la mesure qui a été prise par le gouverneur Abamé, le gouverneur de l'Ouest. Mais c'est pas une mauvaise décision. Les gens sont en train de poser des bombes partout. Ils ne veulent pas qu'on brûle. Vous n'en avez pas parlé. On a brûlé des collèges, on a brûlé des écoles, on a brûlé une gendarmerie. Et là, le gouvernement doit venir, machin, là, on doit faire la bise à ceux qui ont fait ça. Non, le gouvernement doit faire son travail. Ça, c'est ça. Et le gouvernement doit prendre un certain nombre de mesures. Mais ces mesures-là ne doivent pas durer. Parce qu'il faut rechercher ceux qui sont dans l'extrémisme et qui ne veulent pas qu'il y ait la paix au Cameroun. Oui, c'est vrai, il y a des moments où on a des points de convergence. Ce n'est pas simplement au niveau des pays anglophones qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout au Cameroun. Et à partir de ce moment-là, le problème disons, qui concerne les routes, qui concerne l'absence d'hôpitaux, vous allez à Bambada, ici à Douala, c'est des problèmes qui existent. Et le gouvernement doit pouvoir prendre certaines mesures radicales. Peut-être que Sam Seck, si le président va faire un remaniement, moi je ne sais pas lire dans la mare de café, c'est lui qui est élu. Et on attend tout simplement que ça bouge, malgré tout, à ce niveau-là. Oui, docteur Hugo, sur la forme de l'État, vous voulez réagir? Oui, sur la forme de l'État, je voudrais dire qu'il faudrait que le Cameroun s'inscrive aujourd'hui dans les grandes mouvances, dans les grands débats contemporains et dans l'évolution mondiale. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les peuples doivent avoir la capacité aussi de s'exprimer et de contribuer pertinemment dans leur développement. Je pense que, quelle que soit la forme qu'on va choisir, et nous en avons encore l'occasion, puisque même à l'intérieur de ceux qui revendiquent aujourd'hui, il y a encore un débat entre les fédéralistes et les sécessionnistes, parce qu'il faut aussi le dire. Donc, nous avons encore l'opportunité d'avoir une position commune que tous les Camerounais pourraient partager. Il me semble que autonomiser les régions, leur donner la possibilité, peut-être à travers des voies électorales, à travers un conseil régional, de contribuer directement à leur propre développement, nous mettra en compétition. Parce que, madame, quand je vais à l'université de Bouéa, j'ai l'impression qu'il faut simplement qu'on ajoute un peu de peau blanche partout pour me dire que je suis ailleurs. Vous suivez? Quand je vais à l'université de Bouéa. Mais quand je reviens dans une autre université, je vois clairement la différence et je reconnais mon environnement. Vous suivez? Donc, il me semble que mettre les peuples en compétition serait une solution très importante pour notre pays. Une solution qui peut passer par la décentralisation, par exemple, aussi. Et pas les régionales. On peut choisir ce qu'on veut. Vraiment, il faut autonomiser les régions. Alors, sur la posture du gouvernement aujourd'hui, justement, on vous a entendu par d'autres canaux, vous disiez qu'aujourd'hui, le gouvernement devait tout faire pour comment dire ça, affirmer son autorité. Oui. Quelle est la réaction, la position que le gouvernement doit avoir face à la situation qu'on vit dans la partie anglophone du pays aujourd'hui? Non, face à une situation comme celle-ci, il y a deux paramètres. C'est-à-dire, à la fois, on doit négocier, mais on doit aussi appliquer la puissance de feu. Je veux dire qu'on ne doit pas faire l'un sans l'autre. Le maître l'a dit là tout à l'heure, lorsqu'il y a des frappes, il faut réagir. Parce que, au fond, ce sont les populations qui souffrent. Parce que dans le terrorisme, l'enjeu, c'est la population. Le terroriste utilise la population comme bouclier. Et l'État en a besoin comme motif de légitimation de son action. Donc, à ce moment-là, il faudrait donc qu'on puisse agir de telle manière que la population ne puisse pas subir les actes qui sont posés par ces assaillants-là. Donc, je pense que c'est donc une position mesurée, puissance de feu, négociation. Mais la négociation au plus haut sommet, le symbole. Très bien. Sam Séverin. Oui, je ne sais pas pourquoi nous nous attardons à analyser la chose sous le prisme intellectuel, parce que toutes ces choses, nous les avons apprises aussi à l'université. Et on est dans une situation chaotique aujourd'hui. Pourquoi est-ce que on veut légitimer aujourd'hui la force de l'État et faire comme si
on analyse la chose simplement sur le prisme des conséquences. Les causes, on est parti d'où pour qu'on en arrive là? Les Camerounais sont un peuple pacifique, y compris ceux que vous indexez aujourd'hui comme les anglophones, sécessionnistes et autres. Ils ont laissé le temps, ils ont laissé la possibilité à ce gouvernement d'incompétents de régler la chose. Ils n'ont rien pu faire. Le gouvernement des nuls qui est en place aujourd'hui, chapeauté par Yann Philémon, anglophone entre guillemets lui-même. Donc permettez que je le dise parce que la situation est suffisamment grave, on continue de la caresser. Je suis désolé pour Maître Pensy, mais moi aujourd'hui je n'ai pas besoin de voir mon pays sombrer dans le désordre. Mais ceux qui nous ont plongé là-dedans, ils sont connus. Et je n'attends plus rien du tout de ces personnes-là. Sur la forme de l'État, vous parlez de quelle forme de l'État? On a dit décentralisation. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a défini tout cela par le constituant. On sait vers quoi on doit tendre. Mais on est dans la roublardise, le banditisme politique. Pour ne pas aller implémenter tout cela, oui Albertine, il ne faut pas avoir du frisson, c'est la réalité. La décentralisation aurait pu nous sortir de bien de mots au moins avec MAUX. C'est-à-dire aujourd'hui, si la plupart des maires que nous avons, prenez le cas de Douala, aucun maire d'arrondissement ne sait qu'est-ce qu'il a fait dans son cahier de charges. Les routes sont crevassées, replâtrées à gauche, à droite. Vous prenez le cas sur l'ensemble du territoire. Vous avez des maires qui s'enrichissent, qui s'embourgeoisent dès qu'ils arrivent, parce qu'il n'y a pas une véritable régionalisation. On nous parle de région, c'est un pseudo-régionalisme au Cameroun. Donc, ce qu'il y a à faire, M. Biya et ses amis qui gèrent le pays savent ce qu'il y a à faire, mais ils s'entêtent, puisqu'on est dans un régime de type hyper présidentialiste, où tout est entre ses mains. Conséquence, le peuple qui a toujours été indolent. Et je vais vous faire observer que pour la revendication estudiantine, par exemple en Côte d'Ivoire récemment, les étudiants de la FESI sont redescendus dans la rue parce que l'État leur a imposé aux parents de payer les frais. Et c'est ce à quoi on assiste au Cameroun, les frais d'APE. Depuis Bapes jusqu'à Ngale Bibeye aujourd'hui, on impose aux parents de payer les frais d'APE et personne ne dit rien. Mais ailleurs, il y a des manifestations par rapport à ça. Donc je suis vraiment dans le sujet. Vous pouvez me relancer? Non, c'est pas Edmond Kambia, est-ce que vous avez vous aussi une lecture aussi, je ne sais pas dire chaotique de la situation? Peut-être Sam Séverin Ango, partagez le même avec lui. Sur cette question-là, je pense que le gouvernement aujourd'hui a un chef, le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus voir le problème en termes de gouvernement ou de Yann Philémon ou de qui que ce soit. C'est le président de la République. C'est lui qui doit impulser et s'assurer du suivi sur le terrain de la résolution de la crise anglophone. Rien n'empêche que le président aille même à Bamenda lui-même. Absolument, rien n'empêche qu'il aille sur le terrain. Il peut aller. Ça fait partie de la solution. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le chef de l'État, de retour de New York, peut se rendre à Bamenda ou à Boya. Même dans les deux, à Bamenda et à Boya. Et ensuite s'adresser à la nation. Et principalement au Parlement. Très bien. Au Congrès. C'est-à-dire si on a... Bon, j'utilise un terme américain, parce que le Congrès, c'est lorsque le Sénat et, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale ou la Chambre des représentants se réunit, le chef de l'État peut réunir dans les deux chambres en Congrès et s'adresser à la nation, notamment sur la crise anglophone. Permettez-moi de vous relancer. Il y a quelque chose qui a été évoqué, Maître Pensy a voulu balayer. On a toutefois entendu ici, chaque fois entendu, le président est pris en otage, on ne fait pas ce qu'il demande. Est-ce qu'un remaniement, par exemple, pourrait faire partie des solutions, Edmond Kambia? Oui. Le remaniement, c'est possible, mais pourvu que dans ce remaniement ministériel, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'on est passé d'une étape à une autre. Exemple, tout le monde sait au Cameroun qu'il y a un certain nombre de fonctions ministérielles qui n'ont jamais été exercées par les anglophones. Si par exemple, on assiste à un remaniement ministériel où on a un anglophone ministre de la Défense, un anglophone ministre chargé de l'administration territoriale. Non, le problème n'est pas de savoir si celui qui est en fonction ne fait pas bien son travail. Vous parlez de gouvernance, c'est-à-dire que celui qui est là ne fait pas bien, il s'agit de couper un gâteau. Qu'est-ce qu'on veut? Le problème ne se pose pas en ces termes. Je suis, comme disait le docteur Yogo tout à l'heure, nous sommes dans les symboles. Nous sommes dans les symboles. Et les symboles doivent être suffisamment forts pour montrer que le chef de l'État veut vraiment trouver une solution durable. Ce serait une mesure cosmétique. Non, elle n'est pas cosmétique. Ce serait cosmétique. J'ai dit que ce n'est pas la seule solution. Ça fait partie de la solution. Oui. Parce que c'est un acte fort. Je parle du ministère des Finances également. Je parle du ministère des Affaires étrangères. Je parle également de la sécurité nationale, de la sécurité nationale. De tous les ministères finalement. Non, les ministères réservés en particulier.
des ministères de souveraineté. Et je pense que ce serait un acte fort. Que ces ministères soient réservés aux anglophones systématiquement. Non, qu'on choisisse des anglophones compétents pour ces fonctions et qu'on sache également si eux, ils peuvent mieux faire que les francophones. Maître Pensy, qui Ça semble fait partie de la solution. Je ne dis vous. pas que c'est la seule solution, mais Oui, mais ça fait partie de la solution. Oui, Maître Pensy, on va bientôt sortir du sujet. Oui, je voudrais, on a parlé de quelque chose qui me semblait intéressant, c'est sur le régime qui existe actuellement. Nous avons un régime présidentiel, je crois que c'est Sam qui en a parlé, qui est fort, présidentialiste. Et ce régime a montré ses limites. Ça, il faut le comprendre, parce qu'en Afrique, lorsque vous avez le président qui est fort, omnipotent, qui dirige tout, à un moment donné, ça pose des problèmes. Et c'est ce qui est reproché d'ailleurs à un certain nombre de régimes, notamment ceux de l'Afrique centrale. Parce que vous avez les mêmes hommes qui sont là depuis très longtemps, et si ça dépend d'un seul homme, sur qui tout repose au niveau de la nation, ça peut poser des problèmes. Et on se rend compte que quand on se retrouve par exemple dans un régime parlementaire, ça n'a pas gêné les gens que ce soit le même parti libéral qui, au Japon, ait dirigé le pays pendant une quarantaine d'années. Ça ne dérange personne qu'aujourd'hui, Madame Angela Merkel, qui a 12 ans de pouvoir, va rempiler encore pour 4 ans, ça va faire 16 ans. Mais personne ne dit Angela Merkel est là depuis très longtemps. Parce que ça ne dépend pas que d'elle. Je crois que c'est ça le véritable problème. Et à mon avis, j'appelle de tous les vœux qu'il y ait une inflexion pour que on aille à un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Ce serait une évolution, pour que ça ne dépend pas de seul homme. De l'autre côté également, il faudrait une régionalisation, parce que Yaoundé, c'est-à-dire la centralisation est un problème qui dérange. Nous avons eu ici un problème dont on a parlé, celui des dialyses. Des dialyses, par exemple. Les gens ont reproché au ministre de la Santé de ne pas donner les dialyses, mais ce n'était pas du tout ça. J'ai discuté avec des directeurs généraux des hôpitaux, des centres, qui m'ont dit qu'avant, par exemple, à Douala ou bien, etc., on leur envoyait directement de l'argent sur leur compte bancaire. Et ils payaient les fournisseurs pour les dialyses. Ça ne durait pas 15 jours. Or, vous avez à Yaoundé, vous avez des scientifiques qui vous disent que c'est l'unicité du contrôle de l'État. Il faut tout renvoyer à Yaoundé. Et quand ça va se retrouver au niveau du trésorier, payeur général, il va commencer à distiller chez qui payer, dans certains cas avec des rétrocommissions. Du coup, c'est très présidentialiste. Ça ne fonctionne pas. Oui. Mais ce que je voudrais également dire, c'est que il faudrait, et le président le sait, il a déclaré en décembre 2013 qu'il avait un gouvernement incompétent. Et depuis 4 ans, ça n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que l'inertie se trouve également au niveau de la présidence et il faudrait que ça bouge. Bon, maintenant, je voudrais citer, quand on appelle les postes de souveraineté, les postes de souveraineté, c'est les postes de confiance. Vous ne pouvez pas mettre ministre de la Défense quelqu'un à qui vous n'avez pas totalement confiance. Et c'est ça le véritable... Vous voulez dire que le chef de l'État ne peut pas faire confiance aux anglophones? Non, il faudrait qu'il trouve... Le choix Aïvo est là, il est directeur de la sécurité présidentielle, et il fait très bien son travail. Absolument. Bon, maintenant, il appartient à celui qui est le président légitime de mettre un certain nombre de postes et des personnes en qui il a confiance, c'est ça le problème. Mais je concède effectivement que vous faites dire que le poste de Premier ministre ne sert à rien. Moi, je pense. Mais tout le monde peut le constater. Je pense que le Premier ministre c'est quand même un poste important et qui peut apporter une réflexion. Parce qu'il y a un certain nombre de nominations qui dépendent. On refera le débat sur le poste de Premier ministre. Je vais terminer là-dessus. Rapidement, je vous en prie. Le temps passe rapidement. Le Premier ministre me semble, j'allais dire fatigué, et j'allais dire même plus loin, il est faible. C'est ça le gros problème. Dernière intervention sur la question. Parce qu'il n'a même pas pu aller chez lui à Bamenda faire un discours. On l'a empêché de faire un discours. Et ça, c'est... Sam, c'est une dernière intervention sur cette question. Merci, Maître Pensy. Oui, rapidement. Sur le gouvernement qui est en place. D'abord, nous avons affaire à un gouvernement hypertrophié, budgétivore. Plus d'une 60aine de ministres et assimilés. Pour un pays comme le Cameroun, sachant que nous avons affaire au Cameroun à un État bling-bling qui aime les grosses voitures, les belles mécaniques et tout le reste qui va avec, allez voir ce que ça nous coûte. On a toujours évoqué le train de vie de l'État, mais rien n'y fait au ministère des Finances, c'est toujours les mêmes habitudes. Personne n'a le courage de réduire tous ces frais de mission et tous ces frais de prise en charge de tout ce beau monde qui sont dans l'ordre gouvernant camerounais aujourd'hui. Alors,
revenons sur les collectivités territoriales décentralisées. À quoi nous servent les sénateurs? Parce que ce sont ces gens-là qui devaient implémenter ce qui est convenu d'appeler décentralisation ou régionalisation, même au niveau des mairies. Le Sénat a été mis en place quand même avec des personnalités, je veux bien dire, même ailleurs on voit que ce sont des has-been, mais quand même, chez nous, c'est un peu trop parce qu'on n'a rien vu venir de tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'ici. Alors, sur ce coup-là, je demande donc très sincèrement qu'il y ait une véritable réforme de l'État camerounais, mais cette réforme ne peut pas intervenir au pied levé comme ça. Il faut un changement, puisque ceux qui incarnent cet État jusqu'ici, et je me réjouis que finalement Maître Pensy puisse nous rejoindre là-dessus, ont depuis longtemps démontré leur inaptitude. Bon, je vais édulcorer un peu mon langage, parce qu'on essaie de un tout petit peu. Donc, ils ont été inaptes à gérer la situation. Donc, aujourd'hui, qu'ils aient le courage, au nom du peuple camerounais, de céder la place, parce que un régime de type démocratique, comme on le prétend au Cameroun, c'est le peuple qui fait les lois, en réalité. Donc, alors, je vais sortir par là pour ce sujet finalement, avec vous, Dr Yogo. La paix, que le renouveau a toujours considéré comme son acquis, sa singularité même, est-ce qu'elle n'est pas mise à rude épreuve aujourd'hui, finalement, au Cameroun? Extrême nord, machin et tout ça. Finalement... La question ne se pose pas, puisque le président lui-même a dit, aujourd'hui, nous sommes tous mendiants de la paix. Vous me donnez une très belle perche pour entamer dans le deuxième sujet. Justement, on parlera de ce discours du président à l'ONU, le président qui s'est donc exprimé vendredi à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Et le chef de l'État, je le disais dans son allocution, a plaidé pour un monde plus pacifique. Nous allons commencer par vous, Edmond Kamga. Était-il finalement judicieux pour le chef de l'État de participer à cette rencontre? Oui, c'était judicieux, c'était important. Quels que soient les commentaires, les analyses qu'on peut en faire après son intervention à l'ONU, et même le dispositif, j'allais dire la salle, vide ou pas vide, c'est un autre débat qu'on pourrait faire, mais je dis c'était important qu'il fasse le déplacement de l'ONU, parce que le message qu'il a fait passer était important. Ça, c'est la première chose. Et sur ce plateau, je le disais pas plus tard que dimanche dernier, pratiquement tous les points que j'ai rappelés la dernière fois ont été posés. On l'a vu dans son discours. Je disais dimanche passé que le chef de l'État parlerait de la question des réfugiés. Je disais qu'il allait aborder la question du terrorisme, notamment Boko Haram. Il l'a fait. Je disais également qu'il s'intéresserait à la question du climat. On l'a vu avec le lac Tchad, le bassin du Congo. Il a abordé ces questions. C'est trois principales questions. C'est vrai. Il y a une autre question en sourdine que les téléspectateurs attendent, se demandent pourquoi le chef de l'État n'a pas abordé la crise anglophone. La réponse est simple. La crise anglophone est une question interne. Et c'est le b.a.-ba dans la diplomatie. Vous savez, quand un chef d'État se déplace, ce qui le préoccupe, c'est les questions internationales. Il vous dira qu'il abordera les questions internes à l'intérieur de son pays. Et c'est le cas, visiblement, pour Paul Biya. C'est pour cela que nous lui demandons, dès qu'il va rentrer, qu'il s'adresse à la nation sur la crise anglophone. Sauf que sur ce plateau, nous avons suivi beaucoup de personnes, dans la presse même, dans les médias, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent un mot sur cette crise anglophone. Il faut noter quand même que la crise anglophone n'est plus seulement un problème interne, elle était portée au niveau des institutions, des organisations internationales. Est-ce que vous avez été déçu, par exemple, vous, Sam Sevango, de ne pas entendre le président dire quelque chose concernant cette crise anglophone? Je m'inscris en faux contre l'internationaliste Edmond Kamgia, parce que, non, je crois que, vous l'avez dit Albertine, on est dans le cadre de ce que vous appelez crise anglophone, parce que c'est quelque chose qui me dérange un peu. La crise sociale dans le Nord-Ouest et le Sud-Est du Cameroun en général. Oui. Le président a fait fi, il n'a pas voulu faire grand cas de cela, et ça participe de sa stratégie de banalisation, de minimisation de l'affaire. Il s'est érigé en un grand défenseur des intérêts du monde. Et moi depuis le début, je m'étais étonné de son déplacement là-bas. Si vous voulez que je réponde à votre première question, il n'avait pas à s'y rendre. Puisque depuis le temps, M. Biya va constater qu'aujourd'hui, dans le concert des nations, sa voix ne porte plus, sa voix n'est plus prépondérante. Ça participait plutôt de quelque chose qui, de mon point de vue, relevait d'une façon de nous faire croire que le Cameroun fonctionne bien et qu'on prend part aux rendez-vous internationaux. Un peu comme, rappelez-vous, on nous avait organisé quelque chose au palais de l'Unité alors que les athlètes camerounais revenaient de la francophonie, alors même qu'il y avait également des graves comme l'assassinat présumé de l'évêque de Bafia. Donc le gouvernement a cette manie de vouloir faire comme si tout est bien dans le meilleur des mondes. Et c'est dans ce cadre-là que se situe
de mon point de vue, le déplacement de M. Biya aux Nations Unies, mais qui n'a rien pu donner, puisque vous avez pu le voir, il a raté beaucoup de choses de ce côté-là. Il a été même, au passage, ostracisé quelque peu. On reviendra. Maître Pensy. Forcément, il est passé à côté. Maître Pensy, sur le discours du président de la République. D'abord, sa participation. Vous pensez qu'il devait s'y rendre. Et maintenant, la crise anglophone n'a pas été abordée. La crise sociale au Cameroun n'a pas été abordée. Pour vous, comment est-ce que vous analysez tout cela? Vous me permettez de ne pas avoir le même point de vue que Séverin Ango, parce que sa manière, il met les lunettes. Alors, il a un prisme déformant de tout ce qui se passe, et je crois qu'il a une insuffisance au niveau de l'analyse de ce qui se passe au niveau des Nations Unies. Permettez-moi de croire qu'il a... Je comprends pourquoi, parce qu'il est affecté... Non, laissez-moi. Il est affecté par la crise anglophone et qui, en fin de compte, est en train de toucher son cerveau et ne peut plus élargir sa manière de voir. Cela dit en passant, je voudrais rappeler que aux Nations Unies, il y a un temps de parole. Le temps qu'on donne, il y a 194 ou 193 pays qui sont membres, États membres, et chacun a une voix. Oui. Et on doit leur donner le même temps de parole. Et, sauf certains pays comme l'Iran, il a pris 1 heure, les États-Unis, etc. Et que le président avait à parler des choses qui étaient essentielles. Et je ne voudrais pas rajouter sur ce qu'a dit Edmond Kanga. Il a raison, je dis, à 100% sur la manière dont le chef d'État a parlé. Il a parlé du bassin du lac Tchad, qui pose un énorme problème, 90%. Ça, c'est un problème d'ordre climatique. Il a parlé du bassin du Congo, qui protège le monde. Mais en fait, c'est l'écho, M. Pensy. On reviendra. En une minute, vous savez que les pays d'Afrique de l'Ouest sont bien plus avancés. Sam Severango, je vous en prie. Le G5 Sahel. Sam Severango, Maître Pensy à la parole. Allez-y, Maître. Nous sommes en pleine crise sur des problèmes d'ordre climatique qui ont dérangé. D'ailleurs, Trump a perdu sa villa de luxe de milliardaire dans les Caraïbes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les ouragans qui ont toujours les noms de femmes. Maria, Irma, Katerina, Irma. On ne sait pas très bien pourquoi. Et il a parlé du bassin du Congo. Ça, le bassin du Congo, vous ne savez pas. Il existe dans le monde entier. Il y a des résolutions qui ont été prises au niveau de la conférence du climat d'indemniser les pays africains, parce que vous savez que le bois nous rapporte beaucoup d'argent et que il faudrait que nous protégions le monde entier. Il a parlé de Boko Haram aussi. Et les gens. Non, je n'ai pas terminé, parce que c'est important. Le président a parlé des réfugiés. Oui. Il a parlé de 350 000. À mon avis, il y en a 500 000. Oui. Et on n'arrive pas... Le secrétaire général de l'ONU, qui était le haut représentant, le haut commissaire, on n'arrive pas à nous donner une rémunération suffisante, et nous le supportons. Ils sont à l'est, ils sont également au nord Cameroun, mais ils sont partout, même à Douala, vous trouvez des réfugiés politiques. Donc on ne s'occupe pas de nous. Maintenant, quant au terrorisme, vous savez très bien que ça coûte au Cameroun plus de 500 milliards par an, et que ça grève tout simplement la lutte contre la pauvreté, etc. Et il faudrait le faire pour qu'on puisse rendre ce pays stable et que on puisse investir dans le cadre disons, la lutte contre la pauvreté, les investissements, tout ce qui intéresse Ngo éventuellement et moi-même, qui sont les routes et tout ce qui marche mal au niveau du Cameroun actuellement. Il a parlé de ça. Maintenant, quant à la crise anglophone, et ça je concède, il aurait pu placer un mot, sans une phrase, parce que c'est les Nations Unies, à l'époque qui s'appelait la Société des Nations, qui ont fait en sorte que on puisse y avoir ce vote en 61. Et je me rappelle d'ailleurs, je suis allé à l'époque à New York, je me suis retrouvé avec Ekontad Elad, qui était l'avocat des sécessionnistes, et il allait aux États-Unis pour aller demander, faire des procédures où il a échoué. Et d'ailleurs, Matondi se trouve maintenant à Londres, très à l'aise financièrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on devine que si c'est tu, ça veut dire qu'il y a eu un certain nombre d'accords. Donc, pour tout dire que le discours du président, parce qu'on n'arrive pas à le décrypter, les gens se moquent tout simplement du fait qu'il ait été tout seul dans la salle, ou presque. Mais à 9h du matin, quand vous trouvez une personne arrivée au niveau national, il y a une mauvaise programmation. Et que sur ce point-là, le discours, c'était un discours qui était un discours brillant, l'un des discours les plus brillants que le chef d'État a eu. Et ceux qui ont fait
des problèmes au niveau international, au niveau de l'analyse, doivent savoir que c'est ce qui compte sur les demandes qu'il a eu à faire, qui sont des demandes qui sont... Je préfère encore son discours à celui du pauvre Ouattara, qui veut être le meilleur élève de la France, de l'Occident. Docteur Hugo, sur le discours du président, sa participation, d'abord l'opportunité de sa participation à cette 72e Assemblée des Nations Unies et son discours. D'abord sur l'opportunité de sa participation. Lorsque nous sommes dans un quartier, même si j'ai des problèmes avec mes enfants, ça n'exclut pas que je dois aller à la réunion du quartier. Donc le président justement est allé là-bas à juste titre, parce que l'ONU c'est le rendez-vous mondial, c'est la réunion de tous les pays du monde. C'est la seule au cours de l'année où tous les présidents du monde ont l'occasion de se retrouver. Donc c'est également le lieu par excellence pour que chacun vienne dire ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu au cours de la dernière année, mais en inscrivant à l'ordre du jour ce qui est recommandé aux Nations Unies, les questions qui relèvent de l'international ou qui ont un fort impact sur l'international. Il a parlé de Boko Haram, mais il n'a pas évoqué la crise anglophone, même s'il aurait pu dire un mot en passant, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore considérée comme ayant des éléments d'extranéité qui peuvent atteindre d'autres régions, parce que c'est en pleine... je vais dire en pleine émergence. Le conflit est encore en train de grandir. Il ne vient que de prendre des proportions vraiment inquiétantes. Donc, il me semble que peut-être pour cette raison, le président n'a pas voulu dire quelque chose, même s'il aurait pu dire une phrase juste en passant. Mais en évoquant le terrorisme, en évoquant aussi, c'est-à-dire le terrorisme auquel le Cameroun fait face, ou en évoquant d'autres questions, je pense qu'il y avait des brèches quand même pour qu'on puisse comprendre ou avoir des références sur ce qui se passe au pays. Non, Kamga, sur cette polémique autour de cette salle vide, certains estimaient que ça veut dire que la voix du Cameroun, ou alors présidentielle du président, ne compte plus. Il a fait un discours devant une salle vide, l'image fait le tour des réseaux sociaux, on en a même parlé dans certains journaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette image-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage dans une salle vide? Maître Pensé essaie de nous dire que c'est parce qu'il n'y avait pas, il était 9h du matin, et pour ceux qui sont allés à New York, à 9h du matin, on ne peut pas avoir une salle pleine, mais reste que c'est une image forte, quand même, de voir cette salle assez vide. Est-ce qu'on ne peut pas voir notre interprétation à cela? Je crois que l'argument évoqué par Maître Pensé tient. Vous savez, chaque fois qu'on programme le passage des chefs d'État, en fonction de la période ou du temps de ton passage, il faut tenir compte du calendrier, de l'agenda de chacune des délégations là-bas. Chaque chef d'État a sa délégation, a son agenda secret. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des rencontres formelles et des rencontres informelles. Donc, le chef d'État peut prendre la parole au moment où un certain nombre de délégations ont des rencontres informelles importantes à gérer. En marge du sommet. En marge du sommet, bien sûr, en marge du sommet. Et ça peut expliquer que la salle ne soit pas pleine. Et ça, c'est l'une des raisons. Si dans la programmation, il est programmé à cette heure-là, ça veut peut-être dire quelque chose. On aurait pu programmer un autre pays pour cette heure. J'imagine que tout est synchronisé. On sait bien qu'il y a des rencontres en marge, on sait tout cela. Et je vais dire un mot. Je ne vais pas mettre en cause le représentant, l'ambassadeur représentant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous savez qu'à une époque, là, lorsque M. Belinga était ambassadeur aux Nations Unies, nous avons même été reçus le président a été reçu par George W. Bush. Donc, la diplomatie camerounaise, je ne sais pas pourquoi elle a accepté ça, parce que ça se joue en interne. Moi, je suis allé plusieurs fois aux Nations Unies, parce que j'avais mon cousin qui travaillait là-bas, Amio Priso, qui était, et j'avais même mon cousin qui était secrétaire général adjoint qui est des Nations Unies, et je peux vous assurer que à 9h du matin, dans le sud, le président a dû se réveiller à 6h30 du matin pour pouvoir y aller, et c'est peut-être la délégation camerounaise qui est venue, parce que les autres, pour quitter, les autres habitent dans le Maryland. Pourquoi lui donner cette heure? Peut-être parce qu'on a mal négocié l'heure. C'est-à-dire qu'il fallait, à mon avis, la programmation. Je peux terminer. C'est 9h du matin, je vous assure que c'est compliqué à lui. Ça ne nous intéresse pas ça. Non, mais j'explique. Je vais terminer mon propos, parce que vous n'avez pas la parole. Je vous la donne. C'était la première interprétation possible, mais il y a une seconde lecture. Il y a une seconde lecture qu'il faut prendre en compte. Est-ce que les autres délégations, notamment les autres chefs d'État et de gouvernement, qui n'ont pas pris part, n'est-ce pas, qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas écouté les chefs de l'État, est-ce qu'ils avaient envie
vraiment d'écouter les chefs de l'État camerounais? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et lorsque l'on pose cette question, ressort un certain nombre de préoccupations concernant non seulement les déplacements orientés ou ciblés du chef de l'État à l'étranger, que ce soit en Afrique ou à New York ou partout ailleurs, il choisit là où il va, quand il va. Et là, les autres membres de délégation, les autres chefs d'État tiennent compte également de ça. Quand vous ne venez pas régulièrement chez moi, quand je prends la parole, si vous venez cette fois-là, je décide de ne pas venir également. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Au-delà des préoccupations, au-delà des thématiques même. Sam, c'est vrai. Oui, mon voisin de droite nous rappelait tout à l'heure que quand on a des soucis chez soi, on peut pas forcément être obligé de ne pas aller à la réunion du quartier, mais lorsque ça brûle vraiment dans votre maison, vous pouvez choisir de ne pas y aller et ça n'aura pas trop de conséquences sur votre participation, surtout si celle-ci, comme on peut le voir, n'a pas de retentissement outre que cela. C'était pas important pour que notre chef d'État aille à ce rendez-vous. Mais soit, on a été bel et bien représenté, mais quand on fait le bilan, moi je veux bien concéder à Maître Pensi tous les enseignements qu'il nous apporte et toute sa proximité avec le système des Nations Unies. Mais on a appris le droit international aussi. Mais donc c'est lui qui fait dans de l'humour parce qu'il nous ramène tout le temps des choses. Et c'est pour ça que je dis c'est dangereux de continuer à tenir ce type de discours. Même lorsque la situation est visible, on voit bel et bien que même sur le cas de Boko Haram, M. Biya aurait dû nous préconiser quelque chose puisqu'on est bel et bien concerné par cette crise. Qu'est-ce qu'il a fait comme proposition? Sur le terrain de la lutte contre les terroristes, on a vu les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui sont regroupés et qui ont aujourd'hui l'appui de la tutelle française. Aujourd'hui, on voit Emmanuel Macron régulièrement se préoccuper de ce qui se fait dans le G5 Sahel aujourd'hui avec des financements qui sont programmés. Qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique centrale en matière de lutte contre le terrorisme? Ça, M. Biya ne nous l'a pas dit, indépendamment de ceux qui, sur ce plateau, applaudissent sa présence là-bas, même si je continue de penser qu'elle était inutile du tout. Dr Yogo, oui. Oui, je suis d'accord avec une partie de ce qui a été dit par mon voisin de gauche. Oui. Parce que nous sommes en relation internationale. Et en sciences politiques, il y a un auteur qu'on appelle Goffman qui dit qu'il y a un concept qui est celui de la scène. Il dit qu'en relation internationale, nous avons une scène dans laquelle il y a des acteurs qui jouent un jeu. Et on a donc parmi ces acteurs ceux qui opèrent, c'est-à-dire de véritables acteurs, mais à côté d'eux des spectateurs, comme dans un terrain de football. Alors pour être éligible du côté des acteurs, il faut avoir une certaine influence diplomatique et il faut avoir une certaine activité diplomatique. Si vous voulez être écouté, alors ce n'est pas le jour de l'Assemblée générale des Nations Unies que votre salle sera remplie si au plan diplomatique vous ne rayonnez pas. Et il y a plusieurs façons de rayonner, même ne serait-ce qu'au niveau de notre sous-région. Le Cameroun aujourd'hui dans la sous-région refuse le leadership qui peut lui être attribué. Mais avec tout ce qui arrive encore, ça s'empire. Vous suivez? Donc je pense que sur ce coup-là, le président Paul Biya doit revoir sa diplomatie, et il doit revoir également toute la stratégie, même réorganiser la prestance du Cameroun à l'échelle internationale. Est-ce que ça pourrait... Oui, allez-y, pour terminer. Je disais, si les gens ne viennent pas, c'est parce que c'est aussi une question de considération. Ça, il faut qu'on se le dise. Très bien. Est-ce que ça pourrait également justifier l'autre polémique, Maître Pensi, au sujet de cette réception qui a été donnée en marge de cette Assemblée générale des Nations Unies par le président américain? Et on a remarqué au Cameroun l'absence du président Paul Biya, même si, il faut quand même le dire, il n'était pas le seul à ne pas participer à ce dîner qui a été offert. Mais pour certains, ça montre également qu'il y a peut-être anguille sous roche entre la relation entre les deux hommes, ou alors les deux États, surtout que le président Trump venait de faire un discours dans lequel il a donné le profil pour lui des chefs d'État qui, selon lui, ne devraient plus être à la tête des États africains aujourd'hui. Et certains pensent avoir reconnu des profils comme celui de notre président. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique autour de sa participation? Maître Pensi. Bon, il n'a pas été dans la salle. Moi, on l'a vu. Et il y a eu également dans la salle des personnes dont je n'ai jamais entendu parler. Il y avait des présidents, je ne sais pas d'où ils sortent. Vous parlez des présidents, par exemple? Oh non, il y a des pays, Namibie, il y a d'autres petits pays. Il y a même des dames là qui étaient là, on ne savait pas ce qu'elles faisaient. Moi, je ne les connaissais pas. Ce n'est pas des personnes qui comptent. Mais je me suis rendu compte également que l'Afrique centrale n'était pas représentée. Ouais. Et aucun chef d'État de l'Afrique centrale n'était à ce dîner-là. Bon. Pourquoi? L'Afrique centrale,
regorge de chefs d'État ou eux-mêmes, ou leurs familles, sont depuis très longtemps au pouvoir. Et que, vous savez, aux États-Unis, c'est 4 ans multipliés, si vous êtes réélu une fois, donc 8 ans maximum. Et à partir de ce moment-là, toutes les chancelleries, les ambassades américaines envoient des mots en disant qu'il faudrait que ça change, il faudrait qu'ils partent. Et même Macron, me semble-t-il, a demandé que si le président de la République veut qu'on le reçoive, il faudrait qu'il dise quand il va partir. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est acté. Et lui-même, il le sait qu'il a déjà mis suffisamment du temps au niveau du pouvoir. Et c'est pour cela que j'attends dans l'avenir qu'il y ait une inflexion ou bien quelque chose. Peut-être qu'il sera réélu, peut-être qu'il aura quelqu'un qui va reprendre la chose pour continuer. Ça rentre dans les cas de stratégie. Et le connaissant comme quelqu'un qui aime son pays, il va faire en sorte que, compte tenu de son âge avancé, je lui souhaite une longue vie. Mais au bout du fait qu'il soit au pouvoir depuis 1982, à ce moment-là, qu'il puisse y avoir une inflexion pour que ça change. Donc on ne l'a pas invité, mais est-ce que ça change quelque chose? Parce que le président Trump ne connaît personne. Peut-être qu'il a parlé... On l'a vu se tromper de beaucoup. Il ne savait même pas de qui il s'agissait. On a pris des champions pour remplir la table. Et une table qui doit avoir 54 personnes pour manger, je ne la connais que chez mon ami Onobiono. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de table pour manger à 54 personnes. Est-ce que c'est important, Edmond? Il ne peut pas inviter les 54 pays africains. Et il a invité quelques-uns. Il se souviendra, à la sortie de la salle, il ne se souvient même pas du nom d'un seul. Et je peux vous dire que on mange très bien. Le président de la République a de très bons vins chez lui. Très bien. Il connaît le bon Bordeaux. Et que ça ne lui fera rien de ne pas manger avec Trump. Et ça ne changera rien. Parce qu'aux États-Unis, business as usual. Et ça n'empêchera pas les États-Unis de faire des affaires avec nous. Mais je tiens à rappeler par rapport à ça que les Américains se trouvent au Cameroun. Et il y a des accords. Il y a un contingent américain qui est là. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas là. Nous avons des bonnes relations avec les États-Unis. Et le président américain tel qu'il est, on sait comment il est. C'est un businessman. Bon, on lui a dit d'inviter quelques-uns. Il a fait ça d'une manière cosmétique. Et ça ne change rien à la vie des Camerounais et à celle de notre président. Merci, M. Pensi. C'est pas important, cette absence du président Kabila. Ça change rien. C'est pas un signe. C'est pas... on parlait tout à l'heure de symbole, c'est pas un symbole quand même de restons dans les symboles pour dire que l'absence du chef d'État à ce dîner a été, j'allais dire, pour nous, les Camerounais, c'est un manquement, quoi. C'est un manquement. Parce qu'il aurait été là, que ça aurait aussi rehaussé l'image du Cameroun. Honoré même. Honoré, ça il faut le dire. Pour rester dans les symboles. Donc son absence fait problème. Face à Trump. Non, oui, face à Trump. Face au choix de Trump. Et Trump est aujourd'hui le président des États-Unis, le gendarme du monde, comme il se le proclame. Mais j'observe qu'un certain nombre, n'est-ce pas, de chefs d'État africains invités sont des chefs d'État des pays où la démocratie est assez palpable et assez avancée. Et véritablement avancée. Même en Ouganda. Notamment, il y a des présidents d'Afrique. Il y a des présidents d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique australe. Non, mais c'est un choix. Mais j'ai dit la majorité de ceux qui ont été invités, ce sont des pays où on ressent vraiment une certaine vitalité dans la bonne gouvernance. Ouais. Et ça, c'est important à noter. Pour dire, je pense que c'est une interpellation. C'est une forme d'interpellation que les États-Unis nous font. Très bien. Oui, vous voulez réagir? Oui, comme je disais tout à l'heure, le président Trump a donc dressé sa scène. Il a donc fixé d'un côté ses acteurs avec qui il compte faire un certain type de jeu, et de l'autre côté ceux qui pour l'instant il va ranger dans le camp des spectateurs. Oui. C'est un message, c'est aussi un message qu'on peut adresser. Et comme disait, je ne sais pas si c'est M. Edmond ou Maître Pensi, l'Afrique centrale aujourd'hui a un certain nombre de présidents, c'est-à-dire nous avons 11 pays. 11 pays en Afrique centrale. Sur les 11 pays, au moins 7 présidents sont des anciens chefs rebelles, les groupes politico-militaires, ceux dont je parle dans ce livre. Oui. Au moins 7. Et beaucoup d'autres sont illégitimement au pouvoir. Parce que vous pouvez être légalement au pouvoir, mais avoir l'illégitimité. C'est-à-dire l'assentiment général que le peuple envers vous, parce qu'on conteste tout le temps les élections chez nous. Donc je pense qu'il faudrait, au lieu de toujours chercher à savoir que le président n'était pas là, et ainsi de suite, chercher à comprendre quel est le message qui est donc adressé à notre chef d'État et à bien d'autres chefs d'État. Sam Severango. Puisqu'on est dans les symboles, je crois que c'est quelque chose qui vient conforter tout ce que j'ai dit sur la question. Je crois, en tant que l'un des plus anciens, je crois que c'est le président le plus âgé
des chefs d'État africains qui étaient à ces Nations Unies-là. Mugabe est son aîné. Il est dans le Mugabe est son mais il aurait dû être l'un des tout premiers à recevoir son carton. Il ne faut pas enlever la primauté à Mugabe. Si vous permettez. Et qu'il ait été ainsi ignoré, je crois que c'est un signal fort de ce que vous ne voulez pas reconnaître, mais que la communauté internationale nous inflige au jour d'aujourd'hui, au-delà même de l'Occident, je veux dire des États-Unis. Il y a même que chez les Européens occidentaux également, depuis qu'il est arrivé, M. Macron, quel est le seul indicateur, le seul signal qu'il a déjà, c'est-à-dire en direction de Yaoundé? Moi je ne vois pas, hein. Je ne vois pas du tout, non. Il faut qu'on comprenne, peut-être si c'est ma dernière prise de parole, puisque vous ne me laissez pas tout le temps conclure. Je vais en profiter pour rappeler ici mon propos de départ, que c'est l'occasion ou jamais aujourd'hui, puisque le président de la République et tout son entourage veulent visiblement confisquer le pouvoir et aller jusqu'au bout. Non, je crois qu'à travers les derniers événements que nous traversons, c'est le lieu vraiment d'enclencher un véritable changement. S'ils ont encore quand même un minimum, je veux dire, d'intérêt et de conscience, parce qu'il y a bel et bien des gens qui sont morts pour ce pays, parce qu'on était en pleine célébration de la semaine des martyrs de l'UPC, tous les Oumniobe, Wandie, Moumia, Bel King et Martin Paul Samba, le roi King Akwa, qui ont donné de leur vie, ils étaient prêts à se sacrifier pour le Cameroun. Je crois qu'ils seraient en train de se retourner dans leur tombe aujourd'hui, de voir ce qu'ils ont fait de ce Cameroun-là. Et il y en a, pour les événements de Bamenda, Abouya et autres, qui tombent encore sous le coup de ces balles-là. Et il me semble que les révolutions passent par là. C'est-à-dire que quelques personnes peuvent tomber, peuvent se sacrifier, à condition que l'ordre gouvernant comprenne que même les militaires, gendarmes et tous ceux qui ont la force de feu aujourd'hui ne pourront pas empêcher un changement lorsqu'il doit arriver. Donc, je crois qu'il doit comprendre ce message-là. En interne comme en externe, je crois que notre chef de l'État aujourd'hui, il est un tout petit peu vomi et il me semble qu'il faut passer à autre chose. Alors, nous allons terminer par une question un peu plus générale. On a suivi le président Paul Biya dans son discours faire également le plaidoyer d'une place. C'est d'une place donc, pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que l'endroit est indiqué, est-ce que ça peut être justement l'endroit pour les Africains pour faire le plaidoyer, cette 70e assemblée, l'Assemblée générale? Effectivement, en fait, il réitère les propos du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, le président guinéen, l'a dit clairement. Il a réitéré qu'il faut 2 places de membres permanents au Conseil de sécurité pour l'Afrique et puis 5 autres places de non permanents dans le cadre de la réforme de l'ONU. Ce n'est pas un discours nouveau, il est vieux. Mais les chefs d'État africains, comme Paul Biya, comme Alpha Condé, ont réitéré cela. Parce que plus les chefs d'État vont marteler sur ce point, plus le Conseil de sécurité, notamment les 5 permanents, vont faire attention. Mais il faut le dire ici, qu'il ne suffit pas que l'on accorde, c'est pas 1 ou 2 places de membres permanents, avec veto ou pas, à l'Afrique, pour que l'Afrique change. Il faudrait d'abord que les Africains, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, fassent leur propre introspection. Parce que si en Afrique, l'Union africaine, prenons l'exemple de l'Union africaine, si l'ensemble des États ne peut pas honorer à leur engagement, c'est-à-dire de payer leurs arriérés, parce que beaucoup d'États n'ont pas payé leur contribution, ne payent pas leur contribution normalement. C'est l'Union européenne qui doit encore financer les activités de l'Union africaine. À quoi ça servirait d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité si on est nous-mêmes incapables de gérer nos propres crises et conflits? Docteur Yogo, on va sortir par là, sur la question. Sur la question des membres permanents au Conseil de sécurité, je pense que... La place d'Afrique, en fait. Au niveau de l'Afrique, je pense qu'il faut un représentant par sous-région. 2, ce n'est pas suffisant avec l'évolution du monde d'aujourd'hui. Mais il y a une condition. C'est que chaque sous-région doit trouver un hégémon stabilisateur. Ça veut dire un pays qui a un leader capable de gérer les problèmes à l'interne, capable de se comporter comme le directeur exécutif ou alors comme l'arbitre. Vous suivez? Mais ça, en Afrique centrale, nous cherchons encore en ce qui nous concerne. Maître Pensi. Oui, je voudrais dire que je compte avec l'inconstance du président Trump pour nouer des relations, parce qu'il dit quelque chose aujourd'hui, il va changer demain. Bon, si pour aller plus loin, s'agissant de ce qui s'est passé pour avoir un membre permanent, c'est très difficile. Ça fait depuis les 2 membres permanents, les Africains n'arrivent pas à s'entendre sur le pays. Vous allez avoir l'Afrique du Sud qui va dire que c'est eux qui est le pays qui est économiquement le plus fort, la première économique africaine. Vous avez le Nigeria, nous sommes le plus peuplés, etc. Ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Et c'est ça qui pose problème. Et surtout avoir la force d'être
le représentant permanent avec un droit de veto, Oui. ça va poser un problème parce que ça va être le pays africain fort qui va dominer le reste, qui va faire que si on veut vous poursuivre devant la CPI, vous allez opposer votre droit de veto. Donc les Africains même ne veulent pas ça. Et ils auront du mal à trouver un pays pour pouvoir le faire. Donc, le fait que ce soit encore par région, Dr Yogo, ça complique encore les choses. Parce que oui, ça va nous amener à nous développer. Ça va nous amener à notre propre introspection. Oui, mais il faudrait que nous allions plus loin encore dans la manière de gouverner, dans la manière de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faudrait également, en notre pays, nous n'arrivons même pas. Il y a 2 francs CFA. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique centrale. C'est une honte. Et tout le monde sait que Macron a dit que bon, prenez, vous voulez le franc CFA, allez-y. Et maintenant encore les gars hésitent. Et vous avez par exemple quelqu'un comme Ouattara qui veut être l'élève qui va recevoir le plus de crédit, celui qui a peur lorsque Condé parle. Très bien. Et je voudrais dire ceci. Oui, je voudrais dire ceci pour terminer que l'Union africaine lui-même, et Edmond l'a dit, n'arrive même pas à se financer. Oui. Lorsque vous n'arrivez pas à payer votre propre loyer et que vous dépendez de quelqu'un, oui. Mais tous les jours vous êtes devant ces personnes pour demander à beg, donne-moi un peu d'argent parce que sinon on va m'expulser. Donc c'est ça la situation de l'Afrique aujourd'hui. Les dirigeants africains ne sont pas à la hauteur des tâches qu'on attend d'eux et il faudrait qu'à ce moment-là, même entre nous, pour aller là-bas, pour aller dans tel ou tel pays, en Guinée équatoriale, il faudrait des visas. Alors que de l'autre côté, on y va pour que ça booste la croissance. Donc nous ne sommes pas sérieux et nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. 5 secondes, vraiment 5. Oui, l'Afrique a une bande de dirigeants charismatiques qui sont à la hauteur aujourd'hui, beaucoup plus en Afrique centrale. Et là, je rejoins Maître Pincé là-dessus. Il faut une nouvelle ère, effectivement. Que vous rejoignez enfin. Voilà, c'est ça. Il faut une nouvelle génération de dirigeants, mais à condition que le peuple puisse prendre conscience, comme ça se fait au Togo en ce moment, parce que nous avons affaire, même ici au Gabon, plus proche de nous, un pays de moins de 2 millions d'habitants, à un jeune président qui est arrivé et qui fait un peu comme son défunt papa, en voulant confisquer entre ses seules mains l'essentiel du pouvoir. Ce n'est pas digne de ce continent. Nous n'avons pas fait le procès du Gabon. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Maître Pincé, avocat barreau du Cameroun, Edmond Kamga, journaliste, et qui est donc chef service politique et politique internationale, la Nouvelle Expression. À vous, docteur Yogo, d'être venu. Vous êtes également, je le rappelle, l'auteur de cet ouvrage, l'État et les groupes politico-militaires en Afrique centrale. Merci d'être venu. Sam Serwangong, notre journaliste à Equinox Télévision. Merci à vous et à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Bon dimanche à tous sur Equinox Télévision.